Bonjour et merci de répondre nombreux à ce rendez-vous de la santé. Ce soir, lumière sur la trisomie 21, une anomalie génétique aux conséquences multiples. Vous découvrirez également la maïtrie et ses diverses actions en faveur des parents et enfants trisomiques. Mais avant tout cela, cap pour la rubrique On est en forme. Chaque fois quand l'enfant fait la fièvre, quand l'enfant tousse, il fait un peu de sel liquide, ça fait de la diarrhée, là, elle parle de habit, elle parle souvent de plaie intestinale, elle parle d'infection, elle parle de dentition. Donc, souvent, ce sont des signes qu'elle voit. Donc, ce ne sont pas des maladies. La fièvre est consécutive à une maladie. Donc, il y a beaucoup de maladies que l'enfant présente à cet âge-là. Et nous parlons des nourrissons. Les nourrissons, souvent, c'est la période où l'enfant va développer son immunité. Donc, l'enfant serait soumis à une agression extérieure. L'enfant était dans le ventre de sa maman. Dès qu'il sort, il y a les microbes qui sont devant. Donc, il y a une partie des anticorps que la maman le transmet. Souvent, les anticorps maternels protègent jusqu'à 6 mois environ. Mais l'enfant est soumis quand même à beaucoup de maladies. Donc, il va réagir. Et quand il réagit, il va présenter des signes. Et ce sont ces signes-là que nous voyons. Et souvent, les mamans parlent d'antibiotiques. Petite chose, il faut lui donner un antibiotique, que c'est Abi. Abi, c'est antibiotique. Mais chez les enfants, les nourrissons, les moins de 2 ans et demi en allant, toutes leurs maladies sont en majorité des maladies virales. Donc, ce sont des affections créées par des virus. Et pour traiter des virus, on n'utilise pas des antibiotiques, non. On essaie de traiter de façon symptomatique, c'est-à-dire on traite le signe que la maladie présente. Quand une maman a son enfant qui fait de la fièvre, le premier réflexe de cette maman-là, c'est d'aller regarder dans l'anus de l'enfant. En consultation, le médecin examine l'enfant. Et quand le médecin examine l'enfant, vous allez voir que le médecin n'examine pas directement l'anus de cet enfant-là. Donc, il n'y a rien à chercher là-bas. L'anus, c'est une muqueuse, elle est toujours rouge. Donc, ce qu'il faut retenir, quand un enfant fait la fièvre, on cherche quoi? On cherche le signe, la maladie qui provoque cette fièvre-là. Et c'est cette maladie qu'on va traiter. Ce qui est important pour un enfant, c'est le suivi médical. Et il y a des cases qu'il faut valider. Un enfant, on ne l'amène pas à l'hôpital parce qu'il est malade. Non. On l'amène à l'hôpital pour voir est-ce qu'il grandit bien. Est-ce qu'il a ses réflexes? Est-ce qu'il a un poids normal? Est-ce qu'il a un bon développement cérébral? La première année, elle est très importante. En général, il faut que l'enfant consulte chaque mois. Qu'on surveille le poids, sa croissance, etc. Mais on peut essayer de diluer ces consultations mensuelles en les greffant sur des rendez-vous de vaccination. À partir de 6 mois, on commence ce qu'on appelle la supplémentation en fer de l'enfant. Ça rentre aussi dans le volet de la diversification alimentaire. Ça va aider l'enfant à bien grandir et ça l'aide aussi à développer, à asseoir son immunité. Par exemple, l'enfant est anémié. On fait une analyse qui confirme cette anémie. Ces enfants-là, on leur donne uniquement que du fer. Sur le marché, il y a des présentations qui contiennent uniquement que du fer. Il y a d'autres qui contiennent du fer et de l'acide folique. Il y a certains enfants qui ont certaines pathologies, par exemple les drépanocytaires. Les dépensaires majeurs, eux, ils ne prennent pas du fer. Eux, on leur prescrit juste de l'acide folique. Les aliments qui contiennent du fer, il y a des végétaux et les aliments qui contiennent du fer animal. Le fer animal est plus absorbé très rapidement. Par exemple, les viandes rouges, les rognons, le foie, etc. Ce sont des aliments qui contiennent assez du fer et ce sont des fers qu'on dit des fers biodisponibles. C'est-à-dire que quand on donne un morceau de viande, des abats de foie à un enfant, c'est un fer qui est rapidement absorbé par rapport à un fer végétal. En général, les enfants poussent leurs premières dents à 6 mois, mais il y a une grande variabilité.
un enfant peut pousser ses premières dents à 13 mois. C'est normal. Donc les mamans qui voient leur enfant qui a 6 mois, qui n'a aucune dent dans la bouche, ce n'est pas un souci, ce n'est pas une maladie. L'enfant peut pousser ses premières dents jusqu'à 13 mois. Et souvent, je dis, quand on fait un bon suivi de l'enfant, les dents poussent, on les aperçoit dans la bouche. L'enfant n'a pratiquement aucun signe. Les signes que l'enfant peut avoir, une irritation au niveau des gencives, une petite douleur ou une inflammation de la gencive. Il peut faire une petite fièvre. Les fièvres de la dentition, l'enfant peut être 37,8. L'enfant peut tousser dans le même temps qu'il est en train de pousser les dents, etc. Donc, on confond ça à la dentition. Il faut savoir accompagner l'enfant dans cette période-là, dans la période de l'installation de son immunité, qui va s'installer jusqu'à 2 ans. Et bien sûr, ses vaccinations. En Afrique, comme dans le monde, 3 000 à 5 000 enfants naissent chaque année avec la trisomie 21, une anomalie génétique qui survient au cours de la grossesse. Entre stigmatisation et rejet, ces enfants et leurs parents font souvent face à plusieurs difficultés d'ordre socio-culturel, sanitaire et éducatif. Ce soir, nous abordons ce sujet sensible avec notre invité qui nous aidera à comprendre concrètement ce qu'est cette maladie ou cette anomalie, ses causes, son diagnostic et les soins dont ont besoin ces enfants pour demeurer en bonne santé au quotidien. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Santé d'abord. Pour partager ces instants santé avec vous, je suis ce soir avec Dr Mazama Pakou Djaré. Il est médecin pédiatre. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous démarrons cette émission avec ce micro-trottoir. La trisomie 21, je n'en sais rien. C'est une maladie qui rend bizarre les enfants, pas joli à voir. Ça dépend de ce que les substances que le père ou la mère prennent. Bon. Et souvent c'est du côté spirituel aussi. Quand je dis côté spirituel, ça veut dire on est en Afrique, bref. Des fois, tu sais, il y a des gens, on ne s'aime pas, tu vas vouloir du mal, faire du mal, tout ça. Ouais, souvent, des fois, c'est comme ça. Par exemple, si moi j'ai enceinté une fille, par exemple, et qu'elle sait que c'est moi mon enfant, et qu'elle est partie donner ça à quelqu'un d'autre, ou elle est partie quelque part avec ça, mais si elle accouche, ça pourrait faire l'enfant ne serait pas normal. La trisomie 21, c'est une anomalie qui est dans l'ADN en fait. Ça provient la plupart du temps, on va dire, des mariages consanguins. La plupart du temps. Il y a des gens qui portent les gènes de maladies et ça s'amplifie quand on est de la même famille. La trisomie 21, c'est l'anomalie des chromosomes en fait. Quand un enfant est trisomie, la plupart du temps dans les familles, ils sont délaissés. La plupart du temps, tu vas les voir partout dans la nature, et comme s'ils n'ont pas de parents. Or, les parents les ont abandonnés. Mais je pense qu'on doit plus leur apporter du soutien parce que c'est par leur faute. C'est la faute des parents en fait. On ne va pas dire que c'est pas 100% la faute des parents, mais ce sont les parents qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce qu'avant de se marier, il va falloir qu'on fasse l'électrophorèse du père et de la mère et voir si les sangs sont compatibles avant de faire des enfants. Je les vois, certains enfants, comme ce que vous le dites, ceux qui raisonnent. Actuellement, ils sont un peu pleins, mais je ne sais pas les cas quand même. Les cas, je ne sais pas si ça provient d'où, cette maladie, je ne sais pas. Docteur Pakou Djaré, nous voici de retour sur ce plateau. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce que nous venons de suivre? Merci. Je pense que c'était un élément assez intéressant. Et la population a un peu d'informations par rapport à la maladie, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi parfait. Et je pense que c'est l'objectif aussi des émissions comme ça, pour éclairer la population avec les informations les plus complètes et précises.
De toute façon, vous avez de belles informations pour nous. Ce soir, nous en sommes confiants. La trisomie 21 serait une anomalie génétique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons comprendre concrètement par ça? La trisomie 21, comme vous le dites, c'est une anomalie génétique. Et cette anomalie, c'est juste le fait qu'un individu va avoir 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Et les chromosomes, qu'est-ce que c'est? Alors, les chromosomes sont des structures qui se retrouvent dans la cellule, dans le noyau des cellules humaines, et qui vont donner des informations, qui vont coder sur la façon dont l'organisme doit être, comment il doit se développer et se comporter. Et il y en a plusieurs, non? Il y a plusieurs types de chromosomes. L'homme en a au total 46, répartis en 23 paires. Il y a 22 qui sont des autosomes et puis 2 qui sont des chromosomes sexuels. Donc, ils sont numérotés de 1 jusqu'à 22 et c'est au niveau de la 21e paire. Au lieu d'avoir 2, on se retrouve avec 3 et c'est ça qui va expliquer les manifestations qu'on a en cas de trisomie. Quels sont les symptômes ou les signes caractéristiques de la trisomie 21? Alors, la trisomie 21, lorsque l'enfant est déjà né, va se caractériser d'abord par quelque chose qui va être frappant, ce qu'on appelle un syndrome dysmorphique. Déjà, quand on voit le visage de l'enfant, on voit qu'il est arrondi avec son nez qui est petit, avec une racine plate. Les oreilles sont tout petits, bas implantés. Et puis là, un petit menton. Et c'est des bébés qui ont tendance à sortir de temps en temps leur langue de leur bouche. C'est ce qu'on appelle la protrusion de la langue. Ils doivent avoir aussi certains signes au niveau de la paume des mains. Des signes aussi au niveau des mains. D'abord, ils ont des doigts courts et des orteils courts. Mais au niveau de la paume des mains, ce qui est caractéristique, c'est ce qu'on appelle le pli palmaire transverse unique. On n'a pas tous les plis comme on les a normalement, mais on se retrouve avec un seul pli qui est là au niveau de la paume des mains. Et quand est-ce que les symptômes commencent par se faire voir? Les symptômes, on peut les avoir à tout moment. Déjà même en anténatal, avant la naissance du bébé, lorsqu'on fait des échographies pour voir comment le bébé est, il y a déjà des symptômes qu'on peut avoir là-bas, notamment l'épaississement de ce qu'on appelle la clarté nucale, qui est un espace derrière donc, le cou du bébé. Et donc, lorsque c'est trop épais par rapport à la normale, ça alerte déjà. Mais dès la naissance, le bébé, on peut constater qu'il est un peu hypotonique, c'est ce qu'on appelle hypotonique, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de tonus dans son corps. C'est des bébés qui sont un peu mous. Et puis, le visage, comme je viens de le décrire, les symptômes qu'on peut voir. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, des symptômes vont s'installer aussi. On peut mieux constater le retard psychomoteur, notamment le retard pour s'asseoir, pour marcher, et le retard du langage et puis le déficit intellectuel par rapport aux autres enfants de son âge. Mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir d'autres signes associés qui sont la manifestation des maladies qui s'associent généralement à la trisomie 21 et au cours de l'examen clinique, le médecin peut aussi les détecter. Donc il y a des maladies spécifiques qui accompagnent souvent ces enfants? Oui, c'est des enfants qui sont fragiles, donc il peut y avoir des maladies, notamment certaines malformations par exemple, les principales étant les malformations cardiaques. Ils peuvent aussi avoir des malformations digestives. Ils ont une susceptibilité à faire aussi régulièrement des infections aussi. Voilà un peu quelques maladies qui s'associent. Pourquoi les enfants trisomiques ont souvent des maladies respiratoires ou des affections respiratoires? Qu'est-ce qui explique cela? Voilà. Le principal élément qui peut expliquer cela, c'est le fait qu'ils ont souvent des problèmes cardiaques associés. C'est ce que nous appelons les cardiopathies congénitales. Donc, les bébés, ou bien les enfants qui ont la trisomie 21, lorsqu'ils ont une malformation cardiaque, le cœur ne travaille pas bien, c'est des bébés qui auront tendance à s'essouffler facilement. Et ceci peut constituer aussi un signe d'alerte pour le parent? Oui, parfois même il peut venir juste parce que l'enfant a du mal à respirer. Et déjà, dès que nous recevons les parents en consultation et que nous voyons l'enfant, avant même, pendant qu'il décrit ces symptômes qui le préoccupent, nous, en regardant déjà l'enfant, on a une idée, ça nous alerte aussi. Sur Est-ce que cela voudra dire que tous ces signes sont souvent associés ou bien il y a des signes disparates? On peut trouver certains signes chez certains enfants, qu'on sait même s'ils ne se figureront peut-être pas chez d'autres enfants. Justement. Ou bien tous ces signes sont souvent associés? Ils ne sont pas forcément associés. Le diagnostic de la trisomie 21 ne se limite pas seulement à ces signes qui sont quand même caractéristiques, mais qui ne disent pas d'emblée que la personne est trisomique. Il faut aller jusqu'au karyotype pour confirmer vraiment qu'il y a une trisomie 21.
Nous reviendrons au cours de cette émission sur le diagnostic de la trisomie 21. Mais dites-nous avant cela, est-ce qu'il y a des facteurs favorisant la survenue de la trisomie 21 chez ces enfants-là? La trisomie 21, on va se retrouver avec les 3 chromosomes 21, pas juste un phénomène aléatoire qui va se passer comme ça au cours de la division cellulaire. Donc, étant donné que c'est aléatoire, il n'y a pas de facteur. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un facteur principal, c'est-à-dire que lorsque la mère a un âge avancé, notamment un âge supérieur à 35 ans, il y a une récurrence donc, de la trisomie 21. Donc, on peut dire que de façon plus fréquente, l'âge maternel avancé revient comme facteur favorisant de la trisomie 21. Dans le micro-trottoir qu'on a suivi, certains interviewés ont parlé du facteur génétique, de l'hérédité, du facteur alimentaire. Est-ce que tout ceci est vérifié? Voilà. Il y a aussi le facteur héréditaire qui est quand même vérifié, de sorte que lorsqu'on a des cas de trisomie dans la famille, c'est possible que d'autres personnes qui vont avoir des enfants puissent avoir aussi la trisomie. Même si l'âge n'est pas avancé? Oui, même si l'âge n'est pas avancé. Puisque justement, on a des cas de trisomie 21 chez des mamans qui ont moins de 35 ans. La trisomie 21, c'est d'abord le fruit du hasard. Oui, c'est un souvent, phénomène aléatoire. Un phénomène aléatoire oui, qui survient, mais qui peut être aussi dû à l'âge avancé de la maman. Voilà. Comment posez-vous le diagnostic de la trisomie? Alors, le diagnostic, comme on l'a dit, il y aura des éléments qui vont alerter, que ce soit en période anténatale, avant même la naissance, notamment l'échographie dont nous venons de parler, mais on peut faire même des prélèvements, d'accord, pour pouvoir poser le diagnostic avant même la naissance de l'enfant. Lorsqu'il naît en face des symptômes qu'il va présenter, ça va alerter et donc on va faire un prélèvement pour faire une analyse génétique qu'on appelle donc le karyotype. Et c'est avec le karyotype qu'on va voir, le karyotype permet donc de classer bien les chromosomes et on verra que le chromosome 21, au lieu d'en avoir 2, on en aura 3. Et là, on a la certitude diagnostique. D'accord. Et quand vous avez la certitude du diagnostic, vous engagez une prise en charge justement de ces enfants? Oui, c'est des enfants que nous prenons en charge. Justement. D'accord. Et quelles sont les complications auxquelles ces enfants font souvent face? Voilà. C'est des enfants qui font régulièrement des infections et ils vont venir à l'hôpital très régulièrement à cause donc de ces infections. Mais nous l'avons aussi dit, c'est des enfants qui ont des malformations, notamment les malformations cardiaques. Et ces malformations vont leur donner des difficultés à respirer et ils peuvent venir donc à l'hôpital pour ces problèmes respiratoires de façon récurrente. Dans la population, ça se dit que les enfants porteurs ou atteints de trisomie n'ont pas une longue espérance de vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En réalité, tout dépendra de la prise en charge qui sera engagée. Dans les pays occidentaux, c'est des enfants qui sont bien suivis, qui ont assez de moyens, et c'est des gens qui vivent longtemps, qui peuvent aller même jusqu'à 60 ans. Mais dans nos contextes, oui, la réalité déjà, pour des enfants qu'on abandonne, ou des parents n'ont pas assez de moyens pour venir tout le temps à l'hôpital, c'est possible aussi qu'ils puissent mourir tôt des complications de cette maladie. Sinon, en soi, s'ils sont bien suivis, ils peuvent quand même vivre un peu plus longtemps. Justement, quels sont les soins dont ont besoin ces enfants pour avoir une vie épanouie au quotidien? Le premier élément qui est très important, c'est le suivi médical pour détecter toutes les maladies associées à cette trisomie 21 et bien les traiter. Et donc, en ce moment, le traitement sera spécifique à la maladie associée qu'on aura découvert. Après, ils ont des problèmes qui leur sont communs, notamment des problèmes de motricité pour lesquels il leur faut par exemple la rééducation, la kinésithérapie. Et puis ils ont aussi des problèmes de langage, de communication. Et là, l'orthophoniste pourra intervenir pour sa rééducation, ce qui pourra aussi les aider. Pour un bon développement physique, mental des enfants atteints de la trisomie 21, la prise en charge orthophonique et kinésithérapeute s'impose. Pourquoi et quels sont les avantages de cette prise en charge pour ces enfants? C'est ce que nous vous proposons de suivre dans ce reportage. Diedom est amené aujourd'hui en consultation pour un contrôle kinésithérapeute. Une étape essentielle pour favoriser sa croissance et son bien-être. Aujourd'hui, nous recevons un enfant de 6 ans qui a une trisomie 21. D'accord?
Donc ça a été constaté depuis à l'âge de 1 an et demi. Et apparemment, ils ont commencé la rééducation depuis le bas âge. Et c'est une bonne chose. Je pense que dans ces cas-là, il faut forcément une prise en charge précoce. Et quand on fait une prise en charge précoce, on minimise les complications du développement. Et on constate effectivement que cet enfant-là, sur le plan morphologique et statique, il est commencé normal, d'accord, il marche bien. Sauf que on peut constater un peu de déséquilibre, un déficit de coordination. Donc avec l'âge de 6 ans, tout ce que nous pouvons faire, c'est juste améliorer l'équilibre, d'accord, son équilibre et la coordination. Là, ça permet maintenant qu'il grandisse davantage en conservant les acquis. Regarde-moi. Bon, zon va quoi là? Zon va. Toi, tu es encore là? Toi, t'es. Ou toi, t'es. Allez. Oh, nghe pied, recule. Nghe ma quoi là? Allez. Ouais. À ce âge-là, on peut avoir les problèmes de la prise fine. D'accord, donc on peut faire des jeux avec des objets plus ou moins petits pour améliorer la prise fine. Voilà. Daki, ma soeur. Soeur. Oh, ma soeur, ok. Voilà. Au, des bica. Ça suffit. Voilà. Allez. Très bien. Allez. Très bien. Allez. Très bien. On va encore faire un exercice pour renforcer les muscles des membres supérieurs. Didi va bon. Didi va reke. Et va koji. Et va Didi va. Didi. Allez, mieux koji ke. Mieux koji. Et va Didi. Voilà. Voilà. Mieux reke. Reke. Voilà. Allez. Okay. C'est un exercice qui nous permet de renforcer les muscles dorsaux-lombaires. D'accord. Et quand ces muscles sont forts, l'enfant arrive à se déplacer facilement, à faire le transfert. D'accord. Il peut facilement monter les escaliers. Après plusieurs exercices avec le kinésithérapeute, c'est au tour de l'orthophoniste d'intervenir. Son rôle est d'évaluer si Diedom maintient bien ses acquis en matière de langage, un aspect fondamental de son évolution. Pantalon. Allez, top là. Top, yo. Bon, on a topé, mais. Top. Ouais, très bien, super. Maman sort dans la Romero. Il y a maman là en cuisine. Alors, c'est ici, hein. De quoi on est? On est bien Tima. Très bien, bravo, top là. Regarde ici. So big nam, big. Nous sommes dans le school là. Big. Ouais, bravo, top là. La prise en charge orthophonique est très importante pour les enfants, non seulement pour les enfants, mais les parents surtout. Déjà dès le bas âge, surtout quand les enfants naissent, les parents voient les enfants comme ils sont un peu différents des autres enfants qu'ils connaissent. Avec les enfants trisomiques, l'accompagnement doit se faire très tôt. C'est pour ça qu'il est conseillé que les pédiatres réfèrent le plus vite possible les enfants vers un orthophoniste pour qu'on puisse travailler déjà en amont avec les parents
pour qu'ils puissent voir l'installation des prérequis du langage dès le bas âge, accompagner leurs enfants à bien développer ces bases de la communication qui seront très favorables pour l'installation du langage proprement dit. Il est important également que l'orthophoniste mette en place une rééducation, pour ne pas dire une prise en charge précoce avec l'enfant, pour commencer par mettre en place la communication verbale et non verbale chez l'enfant. Parce qu'habituellement, les enfants trisomiques, ce sont les enfants parfois qui ont des problèmes de retard de langage, comme on a l'habitude de le dire, ou ils ont également des difficultés au niveau de l'aspect myobucco-facial, c'est-à-dire au niveau de la bouche, qui les handicape à bien articuler les sons de la langue et à bien installer le langage oral. Toutefois aussi, on peut également trouver des enfants trisomiques avec des problèmes de déglutition. Non pas de déglutition atypique à la naissance, où l'enfant, pour manger, il y a parfois la salive qui sort, il y a l'enfant bave, ou l'enfant pour avaler ou déglutir a du mal à avaler. Donc, l'orthophonie est ce professionnel de la santé qui travaille avec ces gens d'enfants pour que l'enfant puisse bien se développer. Comme la bonne poa, et n'a qu'aucun nia, sinon yen toya ebelenavi, et dunano, on a des pépés, va m'poakwe. Amoko nyeko midivia amedole CP2 vovayam po wonu. Kengba milava orthophoniste to bocha, mule dome ya me ava, ebele globo be devia. Ola kule orthophoniste to bo, ebe unkejo, ebe bobena, endele yo na betrisomi. Embo kebenya omu analyse de ke pon de pe maglobele ko ba eva ona dokumi ga me ami atole wichuna 5000 parce que eva na home eva ona exercice so eva va do temps de gam gba lopo mi tote ken gba après tout ame buchan gba gba na mi be o ona le fi e mi gba va na fi e chan fia ogwa e hia gae nken tin gbe hia ga mi wa analyse de ni chokuro etibe nuanchi on la ticket nami 4130 va ola no play a tu pa vitu kuide kwe bo be mila no play kaka soy in va to no be o be nyanye matin ba o gbo be ma jagbagba va nya e boîte 5e boîte 10 000 ya va le gbo be ma twete parce que gam gba le mdabe play ma twete no la te pere ntinye le côté moi kudo yebe enu ko le po kemi yi enu agbo échographie to gbo obo po fonctionnement de le cœur be niveau ke be to be na le ke enu alia munene bela no etrode akpasa kakwa nyemnya le ko on to le po efanye obe nyemnya le ke bele yo obe no la wodo ne atike de pe mu lo la woni wa la wodo ne mle gbo be fi ke nyam da po galele o la wodo ne pa o gba trodo le 9 na mbemia va kwanji ne mi agba trova weke ne de kebelia soit a edo bola woni va edo be gacha ne nkonya fike makpele yo on la te de me parce que me sens que fia e subo ne mi po ebe wo mo le funa analyse no bia mo dina be manya nu ke chuchuchu elewe enti mo na twetu be na mai makpele ne manya nu ke lewe ba no la te pe de mi anti. Au Togo, l'édition 2025 de la Journée mondiale de la trisomie 21 a mis l'accent sur l'amour et l'inclusion des enfants porteurs de cette anomalie chromosomique, ainsi que sur la sensibilisation du grand public. 2 éléments clés pour leur bien-être et celui de leur famille. Et au niveau des parents, qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Comment doivent-ils prendre soin de ces enfants? Pour les enfants, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est des enfants, c'est vrai, qui sont fragiles, qui vont peut-être vous fatiguer parce qu'ils vont tomber malades de temps en temps. Mais il faut faire l'effort de leur donner cette chance-là de voir un spécialiste, un personnel médical chaque fois qu'ils en ont besoin. Mais après, à la maison, les parents ont une très grande responsabilité par rapport à ces enfants qui ont un déficit au niveau intellectuel, au niveau cognitif,
où ils ne doivent pas les sous-estimer. Vous voyez, les parents doivent engager des activités dans la famille, mettre en confiance des enfants comme ça, leur donner un cadre familial qui est gai, ne pas les abandonner comme ont pu bien constater certains qui ont répondu au micro-trottoir, et donc les accompagner pour pouvoir les aider à donner donc tout le potentiel qu'ils ont. Ce n'est pas facile, surtout dans un contexte où il y a aussi généralement un problème de moyens financiers. À un moment donné, ce n'est pas la volonté qui manque, mais quelque part, les parents se retrouvent incapables tout simplement de faire ce qu'ils ont bien envie de faire. Je l'ai dit à l'entame de cette émission que 3 000 à 5 000 enfants sont nés chaque année dans le monde avec une trisomie 21. Quelles sont les statistiques chez nous ici au Togo? En réalité, il n'y a pas assez de données, de travaux qui sont faits dessus. Mais dans ma pratique quotidienne, je peux dire quand même que c'est une situation qui est assez fréquente et qu'on rencontre tout le temps quand on travaille. D'accord. Et nous sommes arrivés, vous et moi, à la fin de notre discussion, mais un dernier message. À l'endroit des parents, notamment des parents d'enfants trisomiques, c'est vrai, tout le monde aurait bien aimé avoir un enfant qui est bien, qui a toutes les potentialités, mais il faut savoir que chaque individu est unique. Et vous avez un enfant qui est trisomique, il est venu tel quel, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Et à l'endroit de la population est appelée à comprendre et à soutenir à la fois ses enfants et leurs parents, parce que l'attitude aussi de la communauté au regard de ces enfants et de leurs parents est importante pour pouvoir vraiment leur donner ce plaisir, cette joie de vivre. Docteur Mazama Bakoudjaré, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce soir. Merci de nous avoir tenu compagnie jusqu'ici. Et ce sera avec un grand plaisir que nous vous recevrons une prochaine fois pour d'autres questions liées à la santé de l'enfant, n'est-ce pas? Merci. Avec plaisir, je reviendrai. Et déjà, merci pour l'invitation de ce jour. Merci bien, docteur. Au revoir et à très bientôt. La Maïtri, une association de parents et amis engagés pour la santé et le bien-être des enfants atteints de trisomie. Comment cette association fonctionne-t-elle? Quels sont ses objectifs et comment vient-elle en aide aux parents et aux enfants trisomiques? C'est tout ce que nous allons découvrir dans cette dernière partie de Santé d'abord. Et ce soir, pour cette dernière partie, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Agbassi Tachen. Elle est présidente de la Maïtri, également Madame Christelle Diko, qui est marraine de la Maïtri. Bonsoir mesdames, bienvenue sur ce plateau. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci. Bonsoir. Et avec vous, nous allons parler de ce sujet sensible. Nous allons parler de nos enfants trisomiques qui ne sont pas différents des autres enfants, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci. Dites-nous d'abord, la Maïtri, ça vous dit quoi? Comment ça se définit? Merci Olive. La Maïtri, c'est Association Mère Amie des enfants trisomiques à Maïtri. Qu'est-ce qui a motivé la création de la Maïtri? C'est le refus de ma fille à l'école quand elle avait ses 6 ans qui m'a motivée de créer. Et je me suis dit quelque part, un parent, une mère, une tante aussi souffre, une famille souffre de ne pas pouvoir amener son enfant à l'école. Donc on doit se mettre ensemble pour travailler, pour améliorer les conditions de vie de ces enfants et notamment voir comment on peut travailler pour leur inclusion. Conjuguer les efforts pour le bien-être et l'épanouissement de ces enfants trisomiques. Et je suis confiante que c'est ce qui a amené aussi Madame Diko à devenir marraine, n'est-ce pas? Voilà. Oui, j'ai été marraine désignée, on va dire, parce que j'ai rencontré Madame Tachen qui a souhaité me rencontrer en tant que directrice de publication de Dagon Magazine il y a de cela 5 ans. Elle est venue me voir et m'a dit « J'ai besoin de votre média pour parler de la trisomie 21 ». Et ça m'a touchée. Tout naturellement, je lui ai dit « Écoutez, je vous accompagne, je suis avec vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Elle m'a dit « Je veux qu'on publie des visuels, je veux que vous veniez à la manifestation et que vous relayez ça dans votre magazine. » Et je lui ai dit « Écoutez, je sais pas, j'ai été séduite, je dis « Je vous accompagne, on y va ». Et pour le numéro de mars 2019 de Dagon Magazine,
nous avons couvert une activité qu'avait engagée la Maïtri. Et bien évidemment, je me suis rendue à cette activité-là. Et là, ça a été le coup de cœur avec les enfants trisomiques. Ça a été un grand moment d'émotion pour moi. Et j'ai passé toute la matinée avec eux. Et j'ai trouvé beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et depuis ce jour-là, on ne se lâche plus. Les enfants trisomiques, il faut les fréquenter. Il faut les côtoyer pour savoir qu'ils sont pleins, ils dégagent beaucoup d'amour. Et merci d'avoir accepté d'être aux côtés de ces enfants. Madame Tatchen, vous êtes maman d'une fille trisomique, la petite Awa. Vous allez partager un tout petit peu votre quotidien, votre histoire avec nous. Comment avez-vous su que votre enfant est trisomique? J'ai su que Awa est trisomique à 1 an. À ses 1 an de vie. Bon, elle a pris la position assise normalement, elle avait le poids. Donc elle n'allait pas à 4 pattes, comme on le dit souvent. Mais moi je pensais que c'est parce qu'elle avait du poids, elle était grosse, qu'elle ne faisait pas ce travail-là. Et c'est quand elle a eu ses 1 an qu'une tante m'a approché pour me dire qu'après d'amener Awa en consultation, j'ai dit, oh, elle a quoi que de voir, elle n'agit pas comme son grand frère. J'ai dit, ah, c'est là-bas que ça a vraiment attiré mon attention. Et je l'ai amenée voir un pédiatre. Mais le pédiatre ne m'a pas dit tout de suite qu'elle était trisomique. D'abord, elle ronflait quand elle avait des amygdales. Donc, on m'a amenée en ORL. J'ai consulté en ORL. On l'a opéré des amygdales. On a enlevé les amygdales, ne ronflait plus. Et c'est là-bas, comme elle avait 1 an, elle ne faisait pas les petits mots, maman, papa, maman et tout. J'ai dû consulter. Mon chef de service aussi m'a dit d'aller vers un orthophoniste. Et c'est l'orthophoniste qui m'a dit, ah, votre fille, elle est trisomique. Je dis, ah, c'est quoi la trisomie? Et c'est comme ça, il m'a expliqué de long en large. Il a même fait mention, il s'est référé à un feuilleton qui passait où il y avait 2 jumeaux. Et un trisomie, il dit, ah, ma fille a ça que oui. J'ai pris mon cœur à 2 mains. Mais quand elle était petite, franchement, je ne sentais vraiment pas ce poids-là. C'est quand elle est en train de grandir, on l'a refusée à l'école. C'est là-bas que mes yeux ont rougi. J'ai dit, ah, là, c'est du sérieux. Il faut dire qu'elle a marché à presque 2 ans. À 6 ans, elle marchait déjà bien, mais on l'a refusée à l'école. Or, l'école spécialisée, éloignée de ma maison, j'allais en moto, elle n'a pas toute sa motricité pour être derrière la moto. Son papa travaille à l'intérieur du pays. C'était un peu difficile, c'est comme ça qu'elle est restée à la maison près de 10 ans avant que je n'aille discuter, négocier dans une école privée à côté qu'il a accepté. Et c'est eux aussi, après 2 ans, non, ça n'allait pas et je l'ai amené à l'envol Solidarité. Donc, mon vécu quotidien, c'est un peu de joie, un peu de tristesse, de joie parce que j'ai une fille, une très belle fille parmi les autres les garçons, c'est bien, je remercie mon Dieu. Mais aussi, c'est une tristesse de voir que tu as accouché avec telle personne, mais sa fille est aujourd'hui en classe de 3e, toi en classe de première, toi la tienne, elle peine à faire une phrase complète, elle n'a pas encore son autonomie. Ça fait triste également de voir que dans le quartier, les gens te regardent autrement, les gens te regardent avec préjugés. Quand tu sortis sans le regard des gens qui te questionnent, l'inclusion qui n'est pas là et tout, voilà, c'est un peu ça quoi. Awa que nous avons vu, hein. Mais elle parle maintenant. Oui, maintenant elle parle. Elle parle. Oui. Quels sont les soins qu'elle a suivis? Oui, il y a l'orthophonie qui a travaillé beaucoup. Et il y a aussi ses frères, parce qu'elle est bien aimée, elle est bien aimée, entourée. Ses frères, on la taquine beaucoup à l'école aussi. Et puis le fait qu'elle est allée à l'école spécialisée aussi, tout ça l'a fait que maintenant ça l'a aidé. Madame Tiko, oui. Un quotidien qui n'est pas facile. Vous l'avez entendu. Ouais. Madame Tatchen a un témoignage poignant qu'elle relate avec la même émotion.
À chaque fois qu'elle en parle, c'est la même émotion, c'est touchant. Je pense qu'on ne peut pas ne pas l'écouter, ne pas la comprendre et ne pas choisir de l'accompagner. Ouais. C'est important que tout le monde comprenne que la trisomie 21, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le fruit de l'adultère ou de malédiction, de quoi que ce soit. C'est simplement une anomalie génétique. Madame Thatcher, vous avez commencé par évoquer les grandes difficultés auxquelles vous faites face. Mais avant de revenir, on a parlé un tout petit peu d'inclusion. Dites-nous, quels sont les vrais défis auxquels vous faites face? La grande difficulté, c'est la stigmatisation de nos enfants et l'exclusion sociale. La stigmatisation, l'État prône une éducation inclusive. Mais quand nous amenons nos enfants dans les écoles publiques, d'autres parents même menacent d'enlever les leurs dans cette école. Quand tu vends quelque chose, nos mamans, la plupart qui viennent à nous, à l'association, celles qui écoutent les cris de cœur sur les antennes et qui nous appellent, qui nous approchent souvent, ce sont des femmes qui se débrouillent. Les gens nantis, eux, ne montrent pas leur enfant, non pas, parce que les gens ont des préjugés. Donc, quand ces femmes, même quand tu vends de la bouillie et que tu as une trisomique, les gens peinent pour venir acheter ta bouillie. Or, tu dois vendre ça pour s'occuper de cette prise en charge qui est multidisciplinaire là. Donc, c'est de ça que nous souffrons tout le temps. Nos enfants, ils peuvent vendre quelque chose, mais quand tu déposes Pure-Water, une glacière de Pure-Water et ton enfant à côté, les gens vont passer, ne vont pas venir acheter. Parce que c'est une trisomie qui vend. Or, la trisomie ne se contamine pas. Donc, je profite, c'est pour faire un cri de cœur, que les gens comprennent qu'au fait, la trisomie n'est pas contagieuse. Ça ne contamine pas. De nous aider, nous parents déjà nous craquons. Les parents d'autres abandonnent les enfants aux grands-parents et puis détalent. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le regard, l'exclusion, la stigmatisation et tout ce qui entoure. Donc c'est un peu ça. Madame Diko, c'est pas facile à vivre comme situation. D'abord, en tant que parent, au sein de l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Tout le travail abattu depuis 5 ans par Madame Thatcher a déjà commencé à faire changer les choses. L'opportunité que la TVT nous donne aujourd'hui de pouvoir parler et toucher un maximum de personnes face à ce handicap est déjà un grand pas vers le changement des consciences, vers le changement du regard. Parce que pour moi, tout va passer par la sensibilisation. On ne peut pas accuser les gens parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. Donc, ils ont peur. Et ça peut être normal au début. Et ce sont des campagnes de sensibilisation. C'est par les médias, par toutes les actions qu'on peut mener au quotidien, qu'on va réussir à changer le regard des personnes sur la trisomie 21. Je pense que si nous continuons ce type d'action, on va arriver à bout. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est juste de changer le regard et de se dire que ces enfants sont juste différents. Comme vous l'avez dit, comme le médecin l'a dit, comme Mme Thatcher se bat à le répéter tout le temps, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas le malheur, ce ne sont pas des enfants non désirés, ce ne sont pas des enfants d'adultère, ce sont des enfants qui ont un handicap qu'ils ont eu par hasard. L'idée, c'est de changer les consciences. Changer les consciences au sein des familles déjà, que les familles acceptent que ce n'est qu'un handicap. C'est vrai qu'il est lourd, mais ce n'est pas une fatalité. Et on peut y arriver. Il y a, depuis quelques années, les écoles en vol. Ça permet déjà de faciliter une cohabitation. Mais il manque de moyens, il n'y en a pas assez. Et toutes les actions qu'on fait, tout le soutien que nous apportent les médias sont dans le but de pouvoir passer ce message-là. De dire que ces enfants ont leur place dans la société. Et aujourd'hui, avec toutes les campagnes qu'on fait, on essaye de changer le regard des gens sur ces enfants-là, de dire qu'ils sont juste différents, qu'il faut juste qu'on leur donne la place. Merci bien, Madame Christelle Diko. Maman Awa, comment
ouvrez-vous sur le terrain? Comment venez-vous en aide aux autres femmes, aux autres mamans qui sont dans la même situation que vous? Nous n'avons pas encore un centre de prise en charge, mais nous sommes en train d'y réfléchir, la marraine et moi, n'est-ce pas? Donc, mais quand même, nous les sensibilisons, nous les disons d'amener les enfants à l'école. On a un groupement de tontines et d'épargne et de crédit. Et on se forme aussi. De temps en temps, nous, parents, on se voit pour se compléter les idées. Et depuis que vous êtes formés en association, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les lignes ont bougé? Ça a beaucoup changé. D'abord, ma fille, maintenant, elle est bien épanouie parce que depuis un certain moment, je me suis dit que moi-même, je dois être forte pour pouvoir accompagner les autres qui viennent à moi. Et chaque jour, je fais un effort pour qu'elle aille à l'école, bien que c'est cher, on fait un effort. Ça, c'est un. Et de deux, maintenant, sur le plan population, je vois que les gens maintenant sortent. Je vois beaucoup de trisomiques dans la rue maintenant. Parce qu'avant, les gens cachaient ça. Depuis que nous sensibilisons, nous parlons, nous sortons. Même dans les hôpitaux, je vois que les gens amènent maintenant les enfants en situation de cet handicap-là faire les soins. Chez les sages-femmes en gynécologie, maternité, c'est écrit en gros les mois que vous devez faire, les échographies, les analyses de rubéole et toxoplasmose pour voir déjà dès le premier âge de la grossesse s'il n'y a pas un handicap. La sensibilisation porte ses fruits. Porte ses fruits, merci. Marraine, comment améliorer ou bien que faire pour le bien-être quotidien de ces enfants? Le début du bien-être de ces enfants, c'est l'acceptation. Il faut les accepter, il faut les aimer tels qu'ils sont avec leurs différences et il faut apprendre à les connaître. Parce que moi, j'ai vu Madame Tatchan avec sa fille Awa, c'est un long cheminement. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille qui sait faire beaucoup de choses à la maison et elle a œuvré pour ça. Elle a accepté, elle a aimé et elle en a fait son combat quotidien. Donc pour moi, le bien-être part déjà de là. Et le bien-être part aussi du regard de la société. Parce que quand on parle d'inclusion, c'est pas normal qu'un enfant trisomique ne puisse pas être accepté dans un établissement classique. C'est vrai que c'est difficile, mais les établissements peuvent mettre en œuvre des stratégies pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Améliorer leur quotidien, c'est ensemble. Vous voyez, ce n'est pas le travail d'une seule maman, ce n'est pas le travail d'une seule famille, c'est le travail de tout un quartier, de toute une ville, de toute une nation. Madame Agouassi, quel est votre dernier message? Qu'est-ce que vous voulez dire à tous qui nous regardent ce soir? À toutes les mamans, je les souhaite d'abord beaucoup de courage. Et je les prie de ne plus regarder le regard des gens. Il faut aller au marché avec nos enfants. Apprenez-les à gagner très tôt leur autonomie. Donnez-leur des habits à laver, les assiettes et tout. Quand ils ont leur autonomie, et vous aussi, vous pouvez vaquer à vos multiples occupations. La prise en charge d'un enfant trisomique est pluridisciplinaire. De la santé jusqu'à la maison, de son hygiène, c'est tout un tas. Et il faut reconnaître, Marraine, que nous, nos enfants, ils mangent beaucoup. L'État peut mieux faire que ce qu'ils font. Il faut qu'ils acceptent que si un enfant trisomique vient à l'hôpital, par exemple, qu'on le prenne en charge à 100%, que ce soit sur les consultations ou bien les analyses. Dila lolo, ndo bonsoir nami. Et bien, mi va le blonde vu que to trisomique onyina ogbaglo yonobe devi ko mu dewa. Ndekukuna ebene mi dem ne be viwa mi so lon na o. Mi jagba ne mi alon ne mi ano dodo no ne mi ano vide do afoku benyi le ebe jojomi. Munyi be ejila ye fifi alo e wonde alo fipode alo endo. Donc mi ajagba ne mi alon no ne be vio. Akpelo, Maman Awa. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que nous étions avec Madame Agouassi Tatchan. Elle est la présidente de la Maïtri, et Madame Christelle Diko, qui est la marraine de la Maïtri. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous et on se dit à très bientôt. Merci. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce numéro de Santé d'abord. La trisomie 21 n'est pas une fatalité, aimons ces enfants tels qu'ils sont. Et c'est sur ces mots que je vous dis au revoir et on se dit mardi prochain pour une autre question santé. À très bientôt.